Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Je suis heureux du travail que la Providence me permet de faire. Demain, mon doctorant Kaboré Adama va soutenir sa thèse d'État. Cela fera le 32e docteur en histoire que je forme. C'est important parce que, bon, souvent on a parlé de l'immigration voltaïque burkinabé en Côte d'Ivoire, etc. Mais dans son travail, il montre l'évolution. Comment est-ce que beaucoup d'entre eux, au départ, des ouvriers agricoles, etc., qui travaillaient dans différents domaines, sont devenus des entrepreneurs. Voilà. Sont passés aux affaires. Voilà. Je me souviens encore avec amertume de ce que j'ai vécu avec le professeur Tokpa Lepé Jacques, mon frère bien-aimé, paix à son âme. En 2008, nous sommes partis à Ouaga, à l'université de Ouadou 1, et c'est à la suite d'ailleurs de ce colloque-là qu'on avait proposé que cette université soit appelée Kizerbo. Et cela a été accepté par l'État burkinabé. Et Tokpa, qui a fait un travail important sur l'immigration voltaïque, avait dit dans sa communication que aujourd'hui, ces immigrés voltaïques burkinabés, certains sont devenus de véritables Nahaba du cacao. Ils sont devenus de grands planteurs de cacao. Mais je vous dis, 2008, les universitaires burkinabés n'ont pas cru à cela. Ils ont rejeté ce que Tokpa a dit. Or, ce n'était que la vérité. Et pour cela, sa communication n'a pas été publiée. Tokpa, cela lui a fait très mal, et moi-même aussi, cela m'a fait très mal. Parce que quand la vérité historique n'est pas acceptée, c'est un problème. Et aujourd'hui, la thèse de Kaboré Adama montre cela. Comment est-ce que de travailleurs, je peux dire de petits travailleurs, ces burkinabés, ces voltaïques, ces burkinabés sont devenus eux-mêmes de véritables entrepreneurs. Vous voyez, c'est cela. Je pense que je n'ai même pas parlé de cet événement à Kaboré. Je ne lui ai même pas parlé de cela. Mais je pense que directement, c'est un hommage au professeur Tokpa Lepé Jacques, mon frère. Voilà. Le travail que Kaboré a fait ne fait qu'infirmer, pour ne pas dire confirmer, ce que Tokpa a eu à faire comme travail. Alors, enfin, sur un certain point, bien sûr. Alors, je vais poursuivre la série de vidéos sur la thèse de Fofana Mamadou, sa thèse unique de doctorat en histoire sur l'histoire des Koro, des origines en 1938. Je vous avais dit que je vais surtout m'intéresser à l'aspect peuplement. Voilà. Et donc, je me suis engagé aussi à présenter des thèses soutenues par nos jeunes frères. Alors, concernant toujours le peuplement, maintenant, il présente le peuplement Fongbe. Le peuplement Fongbe. Vous voyez, c'est intéressant, hein? C'est comme Fongbe. Fongbe, c'est la langue que les Fonds parlent. Bon, mais ça n'a rien à voir ici. Alors, donc, il dit que les populations de Djamoum Fongbe sont venues aussi du Mandé. Ils ont franchi le cours d'eau Béré dans la partie nord, et ils se sont installés, disons, dans la partie nord du Koro. Voilà. En provenance du Boron. Voilà. Et puis, donc, ils vont créer plusieurs villages, dont Bikassi, situé au sud de Boron. Ils vont créer Werebo, Tchekuradougou, Kwasidougou. Alors, il ne s'est pas interrogé sur le Kwasidougou. Pourquoi est-ce que Kwasidougou? Si moi j'étais membre du jury, je lui aurais posé la question. Quel est ce Kwasidougou-là qui est en plein territoire mandé? Bon, mais c'est possible. Voilà. Ils ont créé aussi Wavala, Tissedougou,
Longara, Kosangwa, Tangola et Mondoukou dans la partie méridionale du Korodougou. Alors, donc voilà ce que ces Fongbé ont fait, ceux qui sont du Djamou, donc c'est-à-dire du patriclan Fongbé. Voilà. C'est important. Donc voilà un peu ce qu'il dit. Alors il dit que les Fongbé étaient de redoutables guerriers. Hein? Et que selon Ngeta Fongbé, lors des combats, leurs ancêtres avaient la capacité de se transformer en éléphant. Bon, ça c'est un côté légendaire. Alors voilà ici, il s'appelle Ngeta Fongbé. Hein? Oh, Ngeta, c'est un nom à quand? Vraiment, j'aurais posé des questions. Et vous voyez que il a eu cet entretien avec ce Ngeta Fongbé à Mondoukou. Mondoukou. Bon. Donc, c'est ce qu'il dit. Mais il dit, curieusement, il dit que bon, ce Djamou, eux tous viennent du Mandé. Peut-être qu'il fallait, parce que quand on voit un Djamou, c'est un patriclan, mais à l'intérieur, il y a des patrilignage. Et quelquefois, il y a des patrilignage par adoption. Il y a quelquefois même certains qui s'intègrent à un patrilignage qui est beaucoup plus puissant, alors qu'à l'origine, ils n'ont pas les mêmes origines. Bon, si j'étais membre du jury, je crois que j'aurais posé toutes ces questions-là au docteur Fofana Mamadou. Et puis ensuite, maintenant, il aborde maintenant le peuplement Fofana, c'est-à-dire du Djamou Fofana. Alors, il dit les Fofana du Korodougou, contrairement aux Tiéné, Bora et Fongbé, ne sont pas issus d'une seule et même migration. Ils sont venus par petits groupes du côté occidental, du prophète dit du côté ouest, pour établir leurs villages respectifs. Le premier village qu'ils fondent est Dierédian ou Djerenian, qui est l'un des plus anciens villages du Koro selon la tradition orale. Son fondateur, Koroche, est venu avec deux de ses frères. L'un d'eux, qui n'a pas traversé le Béré, a créé Tonoro, à la frontière ouest du Korodougou. L'autre, après la fondation du Dierédian, est allé créer Tegepe, au nord de Marandala. C'est pour cette raison que ces trois villages entretiennent jusqu'à nos jours des relations fraternelles, parce que ce sont des frères qui ont créé ces différents villages-là, ce qui est tout à fait compréhensif. Les fondateurs de ces villages sont originaires du Mandé, d'où ils sont partis pour cause de conflits. D'autres Fofana ont fondé des villages dans le Korodougou, évoquent les mêmes causes pour justifier leur migration à partir du Mandé. Alors on peut citer par exemple des localités que ces autres Fofana ont créées, comme Lengekoro, Moussodougou, Tabakoro. Vous voyez, Moussodougou, c'est-à-dire village des femmes. Là aussi, s'il était membre du jury, je lui aurais posé la question. Est-ce que ce sont des femmes qui ont fondé ce village-là, Moussodougou? Parce que Mousso, ça veut dire femme, dans les langues malinké bambara. Voilà. Donc, d'autres villages encore, Tabakoro, Okudougou, Baradougou, Diamba, Baragadougou, Diamba, ça c'est la même chose. Satama, Nanoro, Sokoro, Legeme. Outre ces Fofana de souche malinké, il y en a qui sont Gonja. Leur tradition orale identifie le Mandé comme leur origine, mais selon Luku, ils seraient venus s'installer en Côte d'Ivoire, notamment au Korodougou, après la chute de leur empire sous la poussée des Ashanti au XVIIIe siècle. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Parce que en réalité, le Gonja, bon, en fait, le nom originel, ce n'est pas Gonja. Ce sont les marchands Aoussa qui ont appelé le royaume ou la région Gonja, qui vient de Goronja, qui veut dire cola rouge. Parce qu'ils venaient faire du commerce de cola dans cette région. Mais sinon, le pays est appelé Ngbaya. C'est le pays des Ngban, des Ngbaya. Ce sont des Gouans, des peuples Gouans, qui sont proches des Akans. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Mais, c'est une région qui a été islamisée avec l'action de Ndeoura Diakpa. Quand il a été converti par un malinké, un imam appelé Mouroukwe. Voilà, j'ai fait une vidéo sur le Gonja, sur le royaume Gonja, sur l'état Gonja. Vous pourrez regarder cela. Et donc, il y avait quelques familles malinké, mais le peuplement du Gonja est d'abord Gouan. Ça, il faut savoir cela. Alors, est-ce que ces Gouans-là sont venus et puis se sont, je dirais, intégrés à la famille Fofana en empruntant ce Djamou, ce qui est tout à fait possible. Voilà.
qui est tout à fait possible. Alors, il écrit, les traditions recueillies auprès des Gonja dans le Koro appellent Béré, livrent des informations qui ne concordent pas avec celles de Loko. Selon ces traditions, il serait directement venu demander à la suite de conflits, etc., sous la conduite de Keketibet, leur patriarche. Cette version semble plus proche de la vérité. Bon, ça, c'est ce qu'il dit. Hein. Mais moi, je pencherais plutôt pour la version de Luku. Voilà. Moi, je penserais plutôt pour la version de Luku. Voilà. Ils ont dû prendre... Parce que quelquefois, quand des populations fuient des persécutions, quelquefois, ils changent d'identité. Il y a ce qu'on appelle la mutation ethnique. Sans doute que Fofana ne connaît pas ce phénomène-là. Il y a ce qu'on appelle la mutation ethnique. Voilà. C'est-à-dire qu'un peuple, à l'origine, a une certaine culture, a un nom, et puis il change de culture, il adopte la culture d'un autre peuple, et puis il s'identifie à cette culture-là, à cette culture et à ce peuple-là. Alors, il y a comme un changement ethnique. C'est une mutation ethnique. Ça, il faut comprendre que cela peut se faire et que cela a eu lieu à travers l'histoire. Voilà, cela a eu lieu à travers l'histoire. Il y a tellement d'exemples qui foisonnent. Bon, voilà, c'est ainsi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il écrit encore? Il est en effet attesté que les traditions que ces Gonja ou Béré se sont installées dans la région avant les Kamagaté. Vous voyez? Parce que, vous voyez, les Kamagaté, eux aussi, ils étaient au départ dans un royaume akan qu'on appelle Anin Soko. C'est pour ça d'ailleurs que certains Akans, comme les Baoulé, appellent les Malinké Nzoko. Vous voyez? Eux, c'est Kamagaté, mais ceux qui sont venus beaucoup plus récents du Mandé, et c'est Kamaté. Vous voyez? C'est cela. C'est Malinké qui se sont installés sur des terres Akan ou de culture Akan ont eu des noms spécifiques comme Kamagaté, Diabagaté, comment on appelle ça encore? Quel est ce nom-là? J'oublie ce nom. Bon, je vais me rappeler. Bon. Donc, c'est cela. C'est cela. Donc, il y a cet aspect-là qu'il ne faut pas oublier. Voilà. C'est cela. Alors, il écrit, mais ce sont eux qui leur ont donné ce site actuel de Tenengui. Or, Tenengui a été créé à la fin du XVIe siècle. Cette date, comme nous le constatons, ne concorde pas avec le XVIIIe siècle proposé par Loko. Mais sur quelle base il parle du XVIe siècle? Voilà, parce que s'il y avait eu des fouilles archéologiques, on aurait su. On aurait su. Parce que on sait une chose, l'Ashanti a conquis le Gonja autour de... Oh là là, il faut que je me souvienne. Voilà, je parlais du diamant de la famille Bané. Par exemple, la famille Bané. Ce sont des familles qui sont venues d'origine mandingue, mais qui ont vécu sur des terres Akan. Je crois que c'est autour de 1734 par là que l'Ashanti a conquis le Gonja. 1734. Voilà. C'est d'ailleurs, c'est ce même mouvement qui a fait que les Ngban sont venus dans le Baoulé et que certains sont venus dans la Nord. Oui. C'est ce même mouvement, c'est ce même événement-là qui a fait que des Ngban ont quitté le Gonja ou le pays Ngbaya et puis ils sont venus dans le Baoulé pour donner les Baoulé Ngban et qui sont allés dans la Nord pour donner les Hanor de Souchungban. Qui ont créé d'ailleurs Prikrou, c'est eux qui ont créé Prikrou. Vous voyez, donc c'est cela. Donc quelquefois, il ne faut pas s'appuyer sur une seule source. S'il avait eu notamment le travail de tradition orale sur le Gonja, notamment qui a été fait par Kwame Yeboah Dekou, il aurait compris. Voilà, donc c'est beaucoup plus complexe. Parce que les Mandingues qui étaient dans le Gonja, c'était quelques familles. Il n'y avait pas de Fofana. Il n'y a jamais eu de Fofana aux choses dans le Gonja au départ. Non. Anciennement, il n'y avait pas les Fofana. Voilà. C'est ça les faits. Il y avait les Kamagaté. Voilà. Il y avait les Kamagaté et puis la deuxième famille, je crois les Timités. Voilà. Les Kamagaté et les Timités. Voilà les deux familles qui étaient là-bas. Voilà. Auxquelles même les Gonja, on leur a donné un nom spécifique. Vous pouvez regarder ma vidéo sur l'état Gonja, sur l'état du Gonja. Ouais, donc, des Fofana n'y étaient pas. Sans doute que ceux qui sont venus là, ils se sont attachés à des Fofana et ils ont pris le Djamou Fofana. Voilà. C'est comme aujourd'hui, on le voit, des Sénoufos qui se convertissent à l'islam prennent des noms
Malinké. Ils prennent des noms de Djamou Malinké. Ça se voit. Donc, ça, c'est des choses qui existent. Voilà. Donc, c'est un peu cela. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit, à l'époque de l'arrivée des Mandé Djoula par le Ourodougou, il dit, cette arrivée est liée. Il parle de Benjé, bon, ceux-là, dont je ne peux pas trop. Alors, il dit qu'ils ont créé les villages de Guessandougou, Kémilindougou, Kokoudougou, Sounodougou, Niantibo et Satama devenu Bonosso par la suite. Vous voyez? Bonosso, qui est un royaume très voisin qui faisait super limite avec le Gonja. Et c'est pour ça que je ne suis pas surpris d'avoir vu les noms Guetta. Hein, les noms Guetta. Quelquefois, l'histoire, pour l'éclairer, quelquefois, c'est des petits détails comme ça qui permettent de comprendre certaines choses. D'où vient ce nom Guetta qui a surgi? D'où vient ce nom Guetta? Il aurait pu se poser la question. C'est un nom, ça fait partie de l'onomastique à Caen. Pourquoi il ne s'est pas posé ces questions-là? Voilà, ça c'est le problème. C'est ça le problème. Alors, bon, j'ai peur que la vidéo ne soit trop longue parce que j'ai beaucoup parlé. Alors, ensuite, il parle du peuplement Tioté. Voilà. Il dit les Tiotés du Korodougou sont originaires aussi du Mandé. Selon la tradition orale, ils ont quitté cette région qui faisait partie de l'Empire du Mali sous la conduite de leur patriarche qui s'appelle les Morts. Son nom, c'est les Morts. Alors, les migrants Tiotés avaient en leur sein d'autres populations de Djamou différents. Il y avait des Kandé, des Bassandés, des Timités et des Soumaoro. Ce groupe de patronymes hétérogènes emprunta un des axes occidentaux, enfin ouest, pour débarquer à Kanyéné. C'est d'ailleurs dans cette localité que la génitrice de Les Morts rend l'âme. Son petit frère Merdi, qui est resté au chevet de leur mère malade, s'y installe définitivement. Mais Les Morts et son groupe traversent le Béré pour entrer au Korodougou. Ils y fondent ou s'installent dans diverses localités. Un de ses fils, Bema Kramo Gosigi, fonde Marandala. Un autre, Mesekou, s'installe à Sanankoro et lui-même s'installe à Somukoro. Certains sont allés s'installer à Pokoutou. C'est ainsi que se sont réalisées la migration et le peuplement tioté à l'intérieur du Korodougou. Voilà. Et puis aussi, il parle de la migration des Kandé, mais je pense que je vais m'arrêter là. Et puis, prochainement, nous allons voir les autres migrations, les autres peuplements dont il parle. Alors, je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan. C'est à Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.